Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, bienvenue parmi nous. Bonjour. On, on est ravis de vous avoir avec nous. Je vais hop, autoriser les micros et la caméra pour ceux qui veulent qu'on se voit. Eh bien, bienvenue. On va attendre une petite minute supplémentaire, le temps que les gens nous rejoignent. Et puis après, je laisserai la main à Jérémy et Charlotte pour vous présenter la plateforme Unlock My Data. Bonjour tout le monde. Le chat fonctionne, c'est magnifique. Parfait. Eh bien, je vous propose que nous démarrions. Ça va faire venir nos compatriotes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. On est ravis de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'Unlock My Data, qui du coup est une plateforme qui a été co-créée de manière collaborative, mais je n'en dis pas plus parce que ça va vous être présenté. Et peut-être avant de démarrer, Jérémy, Charlotte, je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre que vous voulez, comme vous le sentez. Je peux commencer. Je crois qu'on est là. Donc moi, c'est Jérémy Pastouré. Je suis le cofondateur de l'association Les Innovateurs qui porte la plateforme Unlock My Data. Et j'ai aussi initié la plateforme Unlock My Data dont je vous parlerai un peu plus. Et je suis développeur web de formation. Merci Bonjour à tous. beaucoup. Donc, moi, je suis bénévole au sein d'Unlock My Data, donc je suis membre du conseil d'administration. Je travaille sur Unlock avec Jérémy depuis 2 ans, je crois maintenant. Trop bien. Merci à tous les deux et puis merci d'être là. Comment ça va se passer? Je vais vous laisser la main. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On reviendra sur les questions à la fin de la présentation. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Enlevez bien votre micro pour ne pas déranger les intervenants le temps que ils fassent leur présentation. Et Jérémy, Charlotte, c'est à vous. Super, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour la présentation d'Unlock My Data. Alors, avant de vous parler d'Unlock, je vais vous parler de l'asso qui porte la plateforme qui s'appelle Les Innovateurs, que vous connaissez peut-être. Donc, on est une association qui a été créée en 2023, dont l'objectif est de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'impact du numérique sur l'environnement et la société. Donc, on est une équipe de journalistes, de bénévoles engagés qui écrivent des articles pour expliquer un petit peu ce qui se passe derrière le numérique, derrière nos écrans, et apporter des solutions aux problématiques qu'on rencontre et qu'on met en avant. Donc on a trois verticales principales qui est autour de la sobriété numérique, donc comment faire durer plus longtemps nos appareils et éviter de tout le temps en acheter parce qu'il y a un gros impact sur l'environnement. On a une verticale sur l'éthique. Donc là, ça fait un peu plus écho avec ce qu'on va voir avec Unlock My Data sur tout ce qui est autour des données personnelles, de comment on fait pour que on se serve du numérique, mais pas que le numérique se serve de nous en utilisant nos données personnelles pour en faire plein d'autres outils, des intelligences artificielles, etc. Et la dernière rubrique, c'est autour de l'inclusion numérique, sur comment faire pour que tout le monde puisse se servir du numérique et qu'on arrête d'exclure une partie de la population qui n'arrive pas à utiliser les équipements numériques qui s'imposent de plus en plus. Et voilà, c'est assez problématique. Donc, on parle de ces trois verticales-là sur le média. Vous pourrez voir, il y a des mots-clés, des sous-catégories.
Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment des articles de qualité, non écrits par IA, c'est vraiment des humains derrière, pour vous aider à décrypter ce qui se passe avec le numérique et vraiment vous apporter des solutions concrètes à ces problématiques-là. Donc on a construit Unlock My Data sur ce principe-là, de faire en sorte que les choses soient simples, claires et accessibles à tous, euh, sur ces enjeux de données personnelles, voilà, de comment on fait pour avoir une hygiène de vie correcte sur les aspects du numérique. Donc on est parti du constat il y a beaucoup de fuites de données, surtout ces derniers temps, beaucoup de cyberattaques, sûrement aussi dû avec l'intelligence artificielle qui facilite les choses pour faire les petites attaques. Mais en tout cas, voilà, les chiffres sont là. On n'arrête pas d'entendre dans la presse qu'il y a eu telle et telle fuite de données. Et côté grand public, il y a une crainte de plus en plus forte par rapport aux outils numériques et aux services numériques. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait après qu'il y ait une fuite de données, qu'on soit prévenu de cette fuite de données? Il y en a pas mal qui sont aussi en panique et qui savent pas trop comment procéder. Il y a l'autre côté où il y a des personnes qui savent plus trop comment, enfin, qui ont peur d'utiliser le numérique et qui savent plus quel service avoir confiance pour se créer des comptes et utiliser les plateformes. Donc voilà, on essaye de répondre à différentes problématiques grâce à Unlock My Data en rendant le plus facilement, le plus transparent les informations sur les entreprises qu'on a analysées avec la communauté. Donc, les grandes fonctionnalités de la plateforme, c'est de permettre à tous de pouvoir auditer sa présence en ligne, donc d'auditer un petit peu sur les grands classiques des services du web, si j'ai un compte, comment ça se passe autour de mes données, s'il y a beaucoup de transferts dans d'autres pays et les problématiques qu'on peut rencontrer. Et aussi de prendre en compte différentes recommandations qu'on propose pour passer sur d'autres alternatives, supprimer son compte parce que c'est vraiment un service pas très recommandé, et de reprendre aussi quelques bases à travers des ateliers qu'on propose. Donc, au lieu de vous passer plein de diapos de capture d'écran, on vous propose de faire une petite démo de la plateforme directement et de vous montrer ses fonctionnalités clés. Donc, l'URL, c'est unlockmydata.com. Oui, tout y aller, tout est gratuit, tout est accessible facilement. Et je vais laisser Charlotte commencer à présenter une des grosses fonctionnalités qui est la partie audit. Oui, donc comme l'a dit Jérémy, l'objectif de Unlock, c'est vraiment de reprendre la main sur nos données. Donc, on a cette option-là qui permet de sélectionner les services qu'on utilise. Donc, bon, la liste, elle n'est forcément pas exhaustive, on n'a pas encore tout fait, mais il y a déjà quand même les plus gros. Donc, vous pouvez les sélectionner. Il y a aussi une barre de recherche, vous les tapez directement, comme ça, vous n'allez pas tout balayer non plus. Donc, vous les sélectionnez. Là, on voit ce qui s'affiche. Donc, on a sélectionné 6 services. Parmi ces 6 services, il y a une fuite de données qui a été déclarée. 4 sanctions CNIL. Donc, pour rappel, la CNIL, c'est l'autorité de contrôle en matière de protection des données en France. Et 4 transferts hors Union européenne. Enfin, en tout cas, 4 entreprises qui sont hors Union européenne. Donc, si on clique sur Analyser, là, on voit encore mieux les transferts. On voit vraiment que ça part un peu partout. Donc, on peut se balader sur la carte, voir plus précisément, si on veut que Airbnb, on peut cliquer sur que Airbnb, comme ça, on voit plus en détail. Donc les transferts de données, il y en a quand même pas mal. Là, on voit Royaume-Uni, Irlande, Suisse, Japon, enfin, voilà. On voit en rouge et en vert, ceux qui sont un peu plus sensibles, forcément les rouges. Les trackers, sachant que si on veut plus de détails sur une entreprise, on a les fiches spécifiques dans Unlock également. Ensuite, si vous descendez, donc vous voyez le score des risques. Donc là, on est à 84 sur 100, ce qui est quand même un gros risque critique. On a sur le côté le détail. Donc Amazon a le service le plus critique finalement. Puis après, on voit Booking un peu mieux, sachant qu'il a été sanctionné par la CNIL quand même. Donc peut-être qu'il s'est remis à jour entre-temps, en conformité en tout cas. On voit qu'il y a 20 trackers, donc les fuites, on revoit, sanctions, les transferts.
On a plus précisément des plans d'action personnalisés, donc on peut cliquer sur supprimer ce compte, ça ce sera l'étape d'après, mais on peut aussi trouver des alternatives, par exemple à Amazon, à Booking, Boulanger, et de fois Boulanger, changer de mot de passe, recommander. Oui, puisqu'il y a eu Les une fuite systèmes de de fuite données, de donc données. on conseille de changer de mot de passe par rapport à la fuite de données et aussi trouver une alternative. Ah oui, mais là, oui, effectivement, il y a un souci de doublon. Voilà pour, la première. Là, c'est vraiment on a une vue d'ensemble de tous les services qu'on a sélectionnés. Suite à ça, on va passer à l'action quand même. Donc on fait étape suivante et là, on va choisir, de supprimer le compte. Donc, on va le faire un à un. Nous, chez Unlock, on a, cherché l'adresse mail pour, faire cette demande de suppression, de compte. Donc elle est automatiquement, là. Comme ça, vous avez en plus un message, que vous pouvez adapter, hein, mais au moins pour les personnes qui sont pas forcément, forts en rédaction ou autre, il y a pas ce problème, pour, supprimer les demandes, pour supprimer les comptes. Vous pouvez envoyer l'email directement via la messagerie ou bien juste copier-coller le message déjà et l'envoyer, où vous voulez. Et donc si vous allez en bas, normalement vous retrouvez voilà tous les services que vous avez, sélectionnés et donc vous pouvez faire un à un. Vous pouvez faire passer pour plus tard ou bien marquer comme traité. Donc, là, comme ça, vous voyez, votre plan, d'action, où il en est. Voilà et à la fin, vous avez comme ça, vous voyez qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce qui est en attente. Vous pouvez aussi, comme c'est en attente et vous avez peut-être pas le temps de faire tout d'un seul coup, vous pouvez le sauvegarder sur votre ordinateur. Là, l'avantage, c'est qu'il y a rien de stocké sur Unlock. Vous n'avez pas à créer de compte non plus. Vous le sauvegardez sur, votre PC à vous et ensuite vous pouvez le réimporter quand pour recommencer, voilà, vous faites charger et vous pourrez recommencer là où vous étiez arrêté. Voilà pour cette partie. Est-ce que j'ai loupé quelque chose, Jérémy? Non, non, c'est bien résumé. Euh, donc, ce qu'il faut savoir aussi sur cette partie analyse, c'est que c'est issu de tout un tas de données qu'on collecte de différents autres services, ou enfin différentes plateformes aussi open source, qui ont fait différents travaux pour analyser les politiques de confidentialité. Et ça, on va pouvoir le voir lorsqu'on va dans la fonctionnalité de comparaison. Donc, la comparaison, soit on la voit à travers l'audit des données qu'on a effectué, soit on peut aller directement dans comparer les services. On a déjà une typologie de services connue où on a déjà fait des petits comparatifs pour vraiment une première étape pour ceux qui connaissent pas trop ces enjeux-là. Et l'idée, c'est d'afficher clairement les points problématiques et de montrer que bah, telle plateforme est peut-être meilleure qu'une autre, ou en tout cas d'avoir voilà, des critères le plus neutre possible. Donc, on a différentes analyses. On a une analyse au niveau de l'application mobile Android qu'on peut télécharger, sur lequel on peut récupérer pas mal d'informations sur les trackers qu'on y installe. Euh, donc là, par exemple, pour Amazon, il y a 13 permissions sensibles. Donc les permissions sensibles, c'est ce que lorsqu'on va installer une application, on nous demande souvent la permission d'accéder à la caméra, d'accéder au micro. Tout ça, c'est des permissions sensibles. Et donc nous, on les collecte en analysant les applications et on affiche les applications qui sont plus gourmandes en permissions, puisqu'il y a des permissions qui sont souvent inutiles et utilisées par facilité par les développeurs et qui n'ont pas vraiment de gros intérêts en termes de fonctionnalité. Enfin, si Amazon vous demande votre accès à votre calendrier pour poser des rendez-vous, enfin, on a un peu du mal à comprendre l'utilité derrière. Mais si on le fait, ça laisse la possibilité d'aller consulter tous les rendez-vous que vous avez. Donc il y a pas mal d'applications qui se font un peu plaisir sous ces permissions-là. Et donc l'idée, c'est vraiment de les afficher clairement, le nombre de permissions qu'on utilise. Ensuite, il y a les trackers. Ça, pareil, c'est assez facile à identifier avec l'autre association qui s'appelle Exodus et sur lequel on se base pour récupérer les différents trackers qu'il y a dans les applications. Et on peut voir aussi leurs origines en termes de pays. Et c'est comme ça aussi qu'on fait notre fameuse carte. Il y a aussi les points juridiques qui peuvent poser problème, qu'on voit là par exemple avec Amazon. Et ça, c'est issu aussi de travaux de recherche avec TOSDR, qui est sur l'analyse des politiques de confidentialité.
Donc si on va dans le détail, on a essayé de se concentrer sur les critères les plus simples à expliquer et à présenter. Il y a tous les enjeux autour de la récupération de données qui montrent si c'est facile ou pas de récupérer ces données et que donc le RGPD, le référentiel européen, le règlement européen a été appliqué ou pas. C'est un des premiers critères parce qu'il y a pas mal de plateformes qui n'ont pas un système de bout en bout pour aller récupérer facilement nos données et supprimer nos comptes. Il y a des enjeux autour du stockage hors Union européenne. Les pays vers lesquels les données vont par Oui, rapport à ce qui est écrit dans la politique de confidentialité. oui, bien sûr. Et si la société a déjà été sanctionnée par la CNIL, sur la partie CNIL, pareil, on se connecte sur les différents articles qu'il y a auprès de la CNIL pour essayer de référencer toutes les sanctions. Et il y a aussi tous les travaux bénévoles qu'on fait, nous, en analysant les différentes sanctions et en mettant à jour ces fiches-là. Il y a le délai de réponse. Ensuite, on arrive sur les fameuses permissions que je vous disais tout à l'heure. Donc avec en rouge les accès aux permissions qui sont problématiques, qui sont sensibles, et en comparaison les autres plateformes qui, elles, n'utilisent pas ces permissions. Avec l'idée de comparer, encore une fois, de montrer que par exemple un site e-commerce, une application e-commerce, il y en a qui ne mettent pas cette permission-là et d'autres si. Donc là, par exemple, pour Amazon, ils demandent d'avoir la position en arrière-plan, donc la position GPS, lorsqu'on utilise la plateforme, alors que Boulanger et Le Bon Coin, non. Donc voilà, il y a ces différents critères qui sont assez importants à prendre en compte. Ensuite, on a tout ce qui est autour des pisteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les SDK, des morceaux de code qu'on va intégrer dans nos applications. Donc là, l'idée, c'est de les référencer, de mettre leur pays d'origine et voilà, de calculer un peu ceux qui ont le plus ou pas de trackers. Et on arrive sur les points négatifs, donc qui sont issus de TOSDR, qui ont analysé les politiques de confidentialité et qui ont mis en avant ce qui allait pas dans ces différentes plateformes. Et après, si on veut avoir plus d'informations, on peut très bien aussi aller sur la fiche qui a plus d'informations. On peut faire l'action de supprimer les données. Donc, si vous avez une personne qui vient vous voir et qui vous dit j'ai envie de supprimer mon compte sur telle plateforme ou exporter mes données, ben, c'est facile directement depuis la fiche. On peut supprimer, comparer et modifier la fiche si vous trouvez qu'il y a des données incohérentes, parce que ça demande quand même pas mal de temps de mettre à jour ces fiches sur un LockMyData. Ça met pas mal de temps aussi à les créer, donc ça demande aussi un effort de la communauté. Donc on a pas mal de bénévoles qui nous aident dans ce sens-là, et tout le monde peut contribuer. C'est assez facile, c'est du formulaire web, et nous on relie derrière si tout est exact. Sur les fiches, donc on affiche les sanctions avec le lien vers la sanction auprès de la CNIL pour vraiment s'assurer de la véracité des données. On essaye de lier un maximum d'informations. Pour les trackers qu'on a vus auparavant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans quelle autre application est utilisé le tracker. Donc pour Google AdMob, qui est un morceau de code qui propose de la publicité, c'est intéressant de voir qu'elle est sur pas mal d'applications qu'on a référencées et qui potentiellement se font du passage d'informations. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de la publicité ciblée typiquement. Donc ça permet de faire un peu de pédagogie aussi sur comment ça se passe sur nos appareils, nos smartphones, sur comment ça se fait qu'on arrive à avoir telle et telle pub parce qu'on a parlé à un tel moment ou qu'on a fait telle et telle opération. Ça, c'est les permissions dangereuses où il y a tout le détail, et ça, c'est des données qui viennent du Play Store de Android. Et les conditions d'utilisation, c'est TOSDR, comme je l'ai dit plus tôt. Et on a aussi un autre élément qu'on n'a pas vu, que j'essaie de vous montrer. Sur LinkedIn, on a aussi récupéré toutes les informations autour des fuites de données. Donc ça, c'est issu d'une autre plateforme qui s'appelle I Have Been Pwned, que vous connaissez peut-être, sur lequel on met son adresse mail et ça indique toutes les fuites de données qu'on a associées à notre adresse mail. Et eux, ils proposent une base de données open source sur toutes les entreprises où il y a eu des fuites de données qui ont été identifiées. Et donc là, pareil, ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé par le passé et se dire, bah voilà, c'est soit un service qui a des soucis en termes de cybersécurité, soit c'est un service très populaire qui est souvent très attaqué. Et ça permet aussi de faire attention à ce qu'on y fait. Et on a aussi des informations qui proviennent de Open Terms Archive, que vous connaissez peut-être,
qui, eux, j'ai encore un peu de contenu, certes, en anglais à faire la traduction, mais eux, ils analysent toutes les problématiques éthiques qu'il y a aussi derrière les changements dans la politique de confidentialité. Donc, par exemple, avec LinkedIn qui partage les données pour entraîner des modèles d'IA. Et donc là, c'est plutôt sur la partie évolution, parce que les politiques de confidentialité changent. Et ce que nous, on permet d'afficher, c'est de montrer tous ces changements-là et tous ces changements qui sont problématiques dans le temps. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir y avoir accès et d'aller voir aussi le contenu. On fait le lien avec les différentes plateformes avec qui on s'est interconnecté. Euh, et ensuite, le dernier volet, qui est autour des ateliers qu'on a commencé sur lequel on a commencé à travailler, pour vous proposer des ateliers qui sont préconçus et utilisables avec des personnes qui ont des difficultés avec le numérique et qui sont en, en situation un peu d'anxiété ou qui ont eu des soucis de fuite de données. Donc, je sais pas si tu veux reprendre la main, Charlotte. Oui. Donc, on a plusieurs ateliers qui sont proposés, bon, pour l'instant qu'un seul, mais d'autres à venir. Donc, là, si on se concentre sur mes données ont fuité, qu'est-ce que je fais concrètement? Parce que beaucoup de personnes se posent la question avec tous les mails qu'on reçoit, disant que, ben oui, par exemple, Free, Bouygues, enfin, je pense que tous les opérateurs téléphoniques ont fuité à un moment donné. Tout le monde a forcément reçu ce mail disant que les données ont fuité. Et on sait en généralement pas trop quoi faire, même si normalement dans le mail, ils sont censés écrire quelles est les démarches à suivre. Donc là, l'objectif de l'atelier, c'est vraiment de justement aider les personnes à savoir quoi faire. Ou même en dehors de tout de suite, hein, il y a plusieurs situations justement. Donc situation A, j'ai reçu ce fameux mail, une alerte. Situation B, j'ai un doute. Est-ce que mes données ont fuité? Pas soudainement, je reçois beaucoup plus d'appels de spam, j'ai un doute. Là, on peut aller sur I have been pwned, que Jérémy a mentionné tout à l'heure. On tape notre adresse mail, on voit si elle a fuité quelque part, par exemple. Voilà. Et bon, je pense pas que j'ai eu une fuite, j'ai pas eu de mail, mais ça peut être bien de savoir en amont comment faire si ça arrive. Donc on peut s'exercer. Donc, ce qu'on prévoit dans cet atelier, c'est de lister déjà tous les services où on a un compte, l'email qu'on utilise forcément, si le mot de passe est différent ou pas par rapport aux autres comptes, parce que si par exemple mon Gmail a fuité, mon mot de passe a fuité, si c'est le même mot de passe sur Amazon, ce qui est intéressant sur Amazon, c'est qu'il y a les cartes bleues. Donc là, soudainement, la fuite peut être aussi très intéressante pour les hackers. Donc, dès qu'on a une fuite de données, faut avoir en tête déjà, on change son mot de passe, mais il faut déjà savoir si le mot de passe, je l'ai mis sur plusieurs comptes identiques ou pas. Donc c'est une très mauvaise pratique ça, hein. Normalement, le mieux, c'est de pas justement mettre le même mot de passe partout. On a d'ailleurs, on a écrit changer les mots de passe et pour ceux qui ont une mémoire de poisson rouge, un peu comme moi, on utilise des gestionnaires de mots de passe. Comme ça, on n'a qu'un seul mot de passe à retenir, de préférence un mot de passe fort, donc compliqué. Comme ça, après, on met tous nos mots de passe dans ce coffre-fort. On n'a pas à retenir cela, on retient juste celui du coffre-fort et on est tranquille. Voilà. Il faut bien choisir son coffre-fort. Il y en a plusieurs qui sont certifiés par l'ANSSI. Autant prendre cela plutôt que des coffres-forts finalement qui risqueraient de créer encore plus de fuites plus facilement. Conserver les mots de passe dans le navigateur. Bon, voilà, vous imaginez bien aussi que c'est pas forcément la meilleure des pratiques. Le mieux, donc voilà, toujours ce fameux coffre-fort, hein. Activer la double connexion également. Parce que en fait, si on enregistre tous les mots de passe sur le navigateur, le PC, par exemple, on nous le vole. Si il est déjà pas sécurisé sur un compte, bah, il y a plus qu'à finalement, hein. Tous les mots de passe sont déjà connectés, tous les sites sont déjà prêts. Ah, je pense que vous faites des heureux.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, les comptes où on a utilisé le même mot de passe, on en a parlé. Surveiller les comptes, oui, forcément, si votre IBAN a fuité ou que vous voyez des comment ça s'appelle? Des mouvements bancaires, qui vous paraît étranges, oui, là, faudra s'inquiéter forcément, vous, être vigilant, informer la banque. Surtout si on vous informe dans un mail que oui, votre IBAN a fuité, là, faut limite prévenir la banque, normalement elle est au courant, que, bah, vous êtes concerné par cette fuite, comme ça elle est plus vigilante. Sachant qu'ils ont déjà leur propre veille normalement, hein, en banque, mais on n'est jamais assez vigilant. Hem, hem, alors, oui, forcément, après une violation de données ou une fuite de données, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en général, on a plein d'appels de spam, plein de mails de spam. Ça, on le ressent très, très vite en général, que nos données ont fuité. Le mieux, c'est de pas décrocher, si on voit que c'est pas un numéro qu'on connaît. Maintenant, la plupart des téléphones, ils indiquent tout de suite si c'est un spam, mais c'est vrai que les les numéros comme ça, les escrocs en général, ils arrivent à contourner ça et il y a même parfois maintenant des 06 qui nous appellent et des spams. Ça et on peut, en dernier recours, contribuer, signaler la fuite à la communauté. Donc là, comme ça, les personnes sont plus vigilantes. Par exemple, si on dit: «Ah bah, on a vu France Travail qui a été, sanctionné par la CNIL, mais voilà, si Amazon a fuité, on peut l'indiquer à la communauté». Comme ça, les gens sont plus vigilants. Ils peuvent se dire: «Tiens, je vais changer mon mot de passe». Voilà, ça peut être, en tout cas une façon d'informer les gens plus facilement parce que tout le monde ne suit pas, par exemple, la CNIL ou l'ANSSI, sur LinkedIn ou sur Facebook, je pense. Donc là, c'est vraiment une, façon d'informer et finalement de contribuer aussi nous-mêmes, à la sensibilisation des personnes. Parce que souvent aussi, on a des entreprises qui vont nous contacter en nous disant qu'il y a eu une fuite concernant nos données, mais qui vont pas en parler publiquement au sein de la presse et qui vont en parler plutôt aux personnes touchées. Et donc voilà, des fois, il y a aussi des oublis. Et donc, c'est bien aussi de le partager. Et comme ça, d'autres personnes qui ont ces comptes-là le savent par la même occasion. Donc voilà, donc des ateliers qui vont se développer au fur et à mesure et qui vous permettront, si vous souhaitez en faire, de pouvoir les partager, faire en sorte que ces sujets-là qui sont un peu, qui peuvent être assez sensibles, surtout sur tout ce qui est autour de la création de mots de passe, ou enfin je vois pas mal de personnes qui vont par exemple je sais pas, à la CAF, etc., et qui partagent leur mot de passe parce qu'ils sont un peu embêtés sur comment se connecter. Donc c'est des sujets qui sont pas très évidents à appréhender. Et voilà, d'où l'idée de passer sur la feuille et papier pour déjà faire une première identification des mots de passe qu'on a déjà utilisés sur d'autres plateformes et d'y aller pas à pas au lieu de faire tout d'un coup. De la même manière que sur la partie audit des données, d'avoir cette possibilité de sauvegarder et de recharger les données sans avoir besoin de créer de compte ou de tout stocker sur le navigateur du PC sur lequel on est. Ça permet d'éviter tout ça. Sur la partie contribution, pareil, vous pourrez aller voir directement, mais je passe assez rapidement. Tout le monde peut créer une fiche sur un service qu'on souhaite analyser, la modifier s'il y a eu une erreur, signaler une fuite ou signaler une vulnérabilité. En fait, il y a pas mal de plateformes où on connaît, où il y a des vulnérabilités qui sont identifiées. Typiquement, la dernière en date, c'est avec Sony, avec la console PlayStation. Il est possible de contacter le support en disant qu'on nous a pris notre compte et il suffit juste d'un numéro de facture déjà passé, d'un reçu, même d'un achat d'un jeu gratuit, et le support vous donne le compte. Donc ça, c'est important de signaler cette vulnérabilité. Comme ça, si vous avez un compte, par exemple chez Sony, vous savez qu'il ne faut pas partager de numéro de facture, même de reçu gratuit, ou de le partager, sinon vous risquez de perdre votre compte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on met en place et qui vont alimenter les différentes pages, les différentes fiches d'application qu'on a renseignées. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est une application, enfin, une extension qu'on a
développé pour Firefox et Chrome, qui s'appelle EcoSurf Analyzer. Le premier objectif, c'était, comme je vous l'ai dit avec les innovateurs qui est autour de la sobriété numérique, qui était de calculer l'impact des sites web qu'on consulte. Mais on a décidé d'aller encore plus loin en ajoutant les informations de Unlock My Data. C'est-à-dire que bon là c'est en anglais puisque mon ordinateur est en anglais, mais vous, si vous l'installez avec un navigateur en français, c'est écrit en français, vous inquiétez pas. Mais ça vous affiche donc l'éco-score du site web, donc si il a un gros impact ou pas, en calculant toutes les images qu'il y a. Il y a la partie données personnelles, donc avec la possibilité d'aller directement sur la fiche sur Unlock My Data. Ça vous permet aussi de savoir quelle est l'adresse mail à contacter si vous avez un souci avec vos données personnelles, comment faire pour récupérer vos données personnelles. Et il y a même le badge en bas qui répète un peu la même chose. Mais pourquoi on a mis ce badge-là en bas? C'est parce que l'extension fonctionne aussi sur Android. Et sur Android, pareil, on n'a pas trop d'extensions pour le moment, à part celle-ci, qui permet de vous prévenir un petit peu des risques en termes de données personnelles. Vous avez typiquement des personnes qui sont souvent sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone, et qui consultent différents articles et qui n'ont pas forcément les notions ou les informations, puisqu'on n'est pas tout le temps avec elles non plus. Et ben, avec cette extension-là, ça permet d'avoir déjà quelques notions, quelques données sur les risques qu'il y a sur telle plateforme, si ça a déjà fuité, s'il y a eu déjà des fuites de données ou pas. Euh, Typiquement pour LinkedIn où il y a eu des fuites de données, tac, 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 le temps que ça charge. Voilà, on a vraiment les deux, on a les infos là directement, avec le nombre de failles de fuites de données qu'il y a eu, et aussi les changements en termes de politique de confidentialité, avec le but de vraiment mettre en avant ce qu'ils ne mettent pas en avant, c'est-à-dire les problématiques de ces différentes plateformes. Et ensuite, le dernier élément qu'il y a avec cette extension-là, et qui pareil va être amélioré, c'est qu'on peut avoir un genre On a un historique qui est stocké là sur le navigateur, nous on récupère rien, sur le score d'impact des sites web que vous avez consultés, la distribution des points là, du score que vous avez là, avec la lettre ici. Comme ça, vous savez si vous avez consulté beaucoup de sites problématiques ou pas, les meilleurs, les mauvais. Et voilà, comme ça vous permet aussi de faire un genre d'audit sans passer par la sélection des différents comptes sur la plateforme, mais avoir une vision réelle sur tous les sites que vous avez navigués en navigation classique. Voilà sur le fonctionnement de Nlock. Je vous propose de revenir sur le diapo pour repasser les fonctionnalités clés très rapidement. Et comme ça, après, on pourra passer aux différentes questions. Donc, comme on vous a dit au début, il y a la partie audit où on peut sélectionner les différentes plateformes sur lesquelles on est, avoir une vue assez simple du transfert des données à travers le globe, en se basant sur la nationalité de l'entreprise, sur les trackers qu'il y a dans les applications et sur la politique de confidentialité sur lequel il y a écrit clairement par les entreprises que les données sont susceptibles d'être transférées dans tel et tel pays. On se base sur ces données-là, on est le plus précis possible par rapport aux données qu'on a pu récupérer. Mais voilà, encore une fois, c'est à améliorer et il faudrait aussi que les entreprises soient encore plus transparents sur le sujet. Il y a les critères de risque par rapport aux différentes données qu'on agglomère et qui fait un calcul, un audit complet sur tout ce qu'on a sélectionné auparavant, avec des pistes d'action entre trouver des alternatives, supprimer des comptes. On accompagne la suppression de comptes. Il y a l'avancement avec le sauvegarde et le chargement. Toutes les données sont récupérées de différentes plateformes où je vous ai listé là avec la CNIL, Terms of Service, IRB Pound, Open Terms Archive et notre communauté sur Unlock My Data que vous pouvez rejoindre si ça vous fait envie de collecter toutes les informations sur les entreprises. Il y a l'outil de comparaison pour trouver des alternatives qui continue de s'améliorer à chaque fois de semaine en semaine. Et la fameuse extension que vous pouvez retrouver sur Firefox et sur Chrome.
Voilà pour la présentation de la plateforme. Immense merci pour tout ça. C'était hyper intéressant. Et avant d'enchaîner sur les questions, il y a beaucoup de gens dans le chat qui vous remercient de ce travail phénoménal, de toute cette collecte de données, ces bases de données, etc. Enfin, c'est vrai que c'est une agrégation de data assez incroyable. Donc, bravo pour cet énorme travail. Avant de passer aux questions qui sont dans le chat que j'ai bien noté, il y a Sharon qui lève la main depuis tout à l'heure, donc je peux peut-être te laisser la parole. Et ton micro est éteint, je ne sais pas si tu nous entends ou si c'était... J'ai vu fausse manip sur... Désolée, Ah, j'avais ok. pas fait exprès. Pas de souci. Aucun problème. Eh bien, on va enchaîner avec les questions. Quand on fait une... Alors, il y a plusieurs questions sur les demandes de suppression de données chez une personne tierce, par exemple, enfin, chez une structure tierce type Airbnb ou Amazon. Déjà, est-ce qu'ils sont obligés d'accepter cette demande de suppression de données? Et s'ils suppriment nos données, est-ce que ça supprime aussi notre compte ou pas du tout? Je vais répondre, j'imagine. Alors, ils sont pas obligés d'accepter. Par exemple, on peut faire une demande de droit de suppression aux impôts, ils vont dire non, clairement. On a le droit de demander en revanche, c'est un droit, mais il n'est pas automatiquement accepté. Pourquoi? Parce qu'on pour les impôts, on comprend pourquoi, mais ils peuvent avoir des raisons, donc là, c'est listé dans les textes sur pourquoi ils vont pas supprimer les données. Certaines vont donner des excuses un peu bidons quand même, faut le dire. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours, informer la CNIL et la CNIL vous dira si c'est bon ou pas. Ça, c'est totalement possible, c'est très facile à faire sur, leur site. Sur la suppression de compte, ça va dépendre. Les conditions générales d'utilisation, en général, la plupart des sites, c'est écrit: «Si on supprime toutes les données, ça supprime le compte». Voilà. En général, ils le disent. Mais on peut aussi juste demander de supprimer certaines données. On n'est pas obligé de supprimer toutes les données du compte. Par exemple, on peut dire: «Oh bah, je voudrais que vous supprimiez, tout depuis, 3 ans, mais en fait, mon compte, il est peut-être plus vieux». Bon, après, normalement, ils ont des durées de conservation quand même. Mais on peut sélectionner quelles données on veut, supprimer. Comme quand on fait une demande de droit d'accès, par exemple, on peut se demander quelles données on veut. On va pas tout de suite demander toutes les données. D'ailleurs, c'est plus compliqué pour les entreprises de donner toutes les données en général. Mais non, c'est totalement modulable. Très clair. Merci beaucoup. Il y avait une question aussi sur l'assurance maladie qui est dans Unlock My Data. Il y avait une question de savoir si c'était bien juste pour vérifier qu'il y ait eu ou pas une fuite de données, mais que c'était pas pour des notions justement de suppression de données. Je sais pas si je suis super claire dans ma question, mais... Là, on avait mis surtout la notion de pour accéder aux données, parce que forcément, là, on peut demander l'accès aux données. Parce qu'il y a plusieurs droits, hein, en ligne, on a le droit d'accès, droit de suppression. Ouais, là, on a mis suppression non disponible, en effet. Parce que, oui, c'est comme pour les impôts, on va pas supprimer l'assurance maladie. C'est pas, voilà. Là, je pense que de toute façon, les gens n'y penseraient même pas. Mais c'est utile d'avoir la fiche, en effet, pour, avoir le détail ou même pour, faire les droits d'accès. Trop bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Y a-t-il une obligation des sites et structures, enfin entreprises, qui ont subi une fuite de données, de le signaler à la CNIL et ou aux citoyens concernés? Alors, une entreprise n'est pas obligée de le dire à la CNIL. À l'ANSSI, oui, c'est pas le même texte, mais si, par exemple, c'est parce que la notion de fuite est très large. Par exemple, on peut envoyer un mail, au lieu de mettre en CCI, on met en CC et tout le monde a accès aux autres mails des autres personnes.
Si, par exemple, c'est une école et c'est juste les parents et que dans le mail, il n'y a pas d'information, c'est juste, oui, la kermesse, c'est tel jour, on va pas déclarer ça à la CNIL. Pourtant, c'est une fuite. En revanche, les grosses fuites de données, les grosses violations, oui, là, on va avoir, une, obligation. En fait, ça va être le DPO, le délégué à la protection des données, qui est censé conseiller et indiquer par rapport aux risques vis-à-vis des personnes, si il faudrait, déclarer ou pas. Après le DPO est pas souvent, pas toujours suivi non plus, hein, il conseille. Donc ça mais normalement, oui, ils doivent le déclarer. Par contre, informer les personnes, il faut vraiment qu'il y ait un risque élevé pour, leurs droits et leur liberté. Donc c'est pas souvent enfin, ça dépend des entreprises. On va pas obligatoirement si on déclare à CNIL, on n'informe pas forcément les personnes. C'est 2 choses différentes. Ok, merci beaucoup. Sur la partie suppression de compte versus suppression des données, comment est-ce qu'on peut est-ce qu'il faut que nous, dans la manière dont on formule les choses, il faut qu'on demande à ce que le compte soit pas supprimé, mais les données oui, ou est-ce qu'il y a une manière assez simple de savoir si on demande une suppression de données, ça va aussi supprimer le compte, ou c'est un peu entreprise dépendante? Je pense que là, ça va être vraiment selon l'entreprise, hein, parce que certains vont avoir vraiment, bah, déjà un formulaire simple où ils vont demander, qu'est-ce qu'on veut supprimer, toutes les données, le compte. Voilà, là, il y a juste à cocher ce qu'on veut. Certains, c'est par mail, donc oui, il faut mieux rédiger bien qu'est-ce qu'on veut. Donc là, ça va être vraiment, au cas par cas, je pense, hein. Ok, très bien. Il y avait aussi pas mal de questions sur le côté un peu anxiogène de tout ça, de voir que les données fuitent quand même souvent, que nos données sont partout, enfin voilà, que c'est quand même assez tentaculaire, tout ce qu'on a comme données partout sur le net. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les citoyens sans les effrayer? Parce que enfin, je parle à la place des conseillers et médiateurs numériques qui sont là, qui posaient des questions dans le chat, mais c'est vrai que la plupart des citoyens qui sont accompagnés sont pas forcément déjà très à l'aise avec le numérique. Et donc, si en plus on rajoute tout ça, toute cette couche de risque de fuite, de tout ça, comment est-ce qu'on peut faire pour pas leur donner envie de claquer la porte? Pour moi, l'idée, c'est d'y aller étape par étape. Donc, c'est vraiment en fonction des personnes qu'on reçoit. Voilà, par exemple, sur l'atelier, enfin, il y a moyen de le faire de manière moins anxiogène si on se base juste sur j'ai reçu une alerte sans aller voir sur I have been pwned pour voir toute la liste des sites sur lesquels mes données ont fuité. Déjà, ça fait un peu moins peur. Et voilà, de faire un premier niveau assez basique, de juste modifier son mot de passe. Comme ça, on prend l'habitude à chaque fois qu'il y a une fuite de données, on va faire ce changement de mot de passe-là. Et ensuite, voilà, on y va étape par étape parce que, effectivement, si on fait. Enfin, là, on vous a montré toutes les fonctionnalités possibles pour différents niveaux. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'adapter et d'y aller étape par étape. Pareil sur la partie protéger mes données. Je vois mal quelqu'un tout sélectionner, faire tout ce travail-là sur une première couche. Et il vaut mieux y aller vraiment sur on en sélectionne trois quatre, on va pas plus loin. Et voilà, on fait petit à petit. Et après, on passe à encore trois quatre et on supprime, on sauvegarde au fur et à mesure ces fichiers-là. L'avantage, c'est que nous, notre sauvegarde, elle est en fichier. Donc le fichier, on peut très bien le stocker après sur une clé USB et après le réimporter. Et voilà, c'est l'idée vraiment d'y aller étape par étape pour limiter ce côté anxiogène que j'entends très bien puisque je connais bien la problématique. En revanche, ça peut être, Unlock peut être vraiment pas mal pour, les personnes qui, par exemple, une personne veut créer un compte, un email. Là, on peut comparer les différents, enfin, Gmail, Proton, et comme ça, il peut faire un choix éclairé et en même temps, c'est une sensibilisation. Voilà. Et on a aussi de l'autre côté pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer qui ont l'argument de je n'ai rien à cacher. Et ça permet aussi de voilà, mettre en avant les différentes problématiques qu'il y a. Enfin, ça marche dans les deux côtés au final, pour les deux côtés. Très clair. Merci beaucoup pour tout ça. Euh,
Alors, il y a des débats sur aidant connecté, aidant numérique pour accompagner les usagers. Euh, En effet, on peut aussi dire rien à cacher, mais tout à protéger euh, pour, euh, pour réduire aussi les risques. Euh, j'ai pas vu d'autres questions directes à proprement parler. N'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole ou poser vos questions dans le chat si vous en avez d'autres. Charlotte et Jérémy sont là pour ça. J'en profite pour ajouter donc que la plateforme est complètement open source et libre, c'est-à-dire que on peut aller consulter le code. Les données sont assez, enfin, sont accessibles si, pour autant que vous savez lire des fichiers JSON, on va dire ça comme ça, enfin, dans l'idée que si à un moment donné on a des data scientists qui aiment bien les données, qui veulent pousser aussi la chose, ils peuvent le faire. En fait, les données sont très facilement exploitables. On n'a pas voulu faire un truc hyper compliqué où certes c'est open source, mais personne ne peut rien comprendre là-dedans. Donc pareil, toutes ces données sont disponibles sur DataGouv pour que voilà, ça soit réexploité d'autres manières positives. Et tout le monde peut y contribuer sans rien y connaître aussi dans le code directement avec la plateforme. Et ça peut être aussi un moyen aussi de faire un peu découvrir ce qui se passe derrière le numérique en se concentrant sur un service donné, sans se concentrer sur sa propre situation personnelle, en disant, voilà, peut-être que je m'intéresse sur tel service, sur est-ce que c'est clean, qui a derrière cette plateforme-là. Par exemple, sur Spotify, sur les applis de musique, il y a eu pas mal de questions ces derniers temps. Bah voilà, ça peut être intéressant de dérouler sur ces différentes questions de comment on fait pour récupérer ces données personnelles. Et voilà, si la fiche n'existe pas, de permettre de contribuer, mais voilà, de faire tout ce déroulé-là et de mieux comprendre comment ça se passe en termes de données personnelles. Trop Voilà. bien, merci beaucoup et en effet donc merci pour cet énorme travail. Euh, il y avait une question, oui, une remarque déjà déjà ça aide aussi à donner des pistes pour créer des ateliers, etc. Donc merci. Merci pour tout ça. Le support de présentation vous sera bien évidemment transmis, ainsi que le replay de cette vidéo. Donc, vous allez pouvoir revoir tout ça. Myriam demandait si c'était possible que vous réaffichiez la slide avec les sources de données que vous utilisez pour Unlock My Data, si c'était possible. Et merci beaucoup. Et une question également sur, avez-vous déjà des supports de communication à destination des usagers qui pourraient du coup être réutilisés par les conseillers médiateurs numériques dans le cadre de leur accompagnement? C'est-à-dire des flyers, des affiches, enfin, Ouais, j'imagine des présentations, enfin si jamais la personne qui a posé la question veut parler de vive voix pour un livret parler plus d'accompagnement. Ok. spécifiquement. Au niveau de l'accompagnement, ouais. Ok. Non, on n'a pas encore fait de ressources vraiment PDF imprimables, mais c'est en cours. Pour ça, je vous recommande de nous suivre, comme ça fait la dernière partie de nous suivre sur soit LinkedIn avec les innovateurs, soit sur notre newsletter. Et de toute façon, on communiquera là-dessus. Euh, Ça sera aussi sur le site. Mais oui, c'est en cours. Je vois aussi la question sur comment peut-on intégrer la communauté. Ouais. Est-ce que c'est sur le site que je l'ai mis? Non, c'est pas écrit là. Il faut aller sur Framateam. Framateam, je ne sais pas si vous connaissez. Parce que pareil, l'idée, c'est de ne pas aller sur des plateformes des GAFAM pour faire en sorte que la communauté fonctionne. Donc Framateam, c'est une solution gérée par Framasoft qui fait très attention aux données personnelles. Donc il suffit de se créer un compte là-dessus si vous n'en avez pas déjà créé un.
et de rejoindre l'association Les Innovateurs. Vous verrez, il y a plein d'associations. Et donc, vous nous rejoignez là-dessus et vous dites que vous voulez collaborer, enfin contribuer sur Unlock My Data et je vous redirigerai dans le groupe Unlock My Data. Et sinon, vous pouvez aussi contribuer directement en créant des fiches là, mais c'est mieux de passer sur Framatime, comme ça on peut échanger si on a des retouches à faire sur votre fiche. Et effectivement, c'est vrai que dans Comment contribuer, merci, on explique un peu le tout. Il y a le lien pour aller sur le Framatime. Il y a aussi la vidéo de comment on fait pour ajouter des fiches que j'ai pu faire, qui est par contre sur YouTube. Mais au moins, c'est affiché, vous le savez, avant de cliquer dessus. Et c'est en projet de le mettre sur une autre plateforme aussi open source, mais il y a beaucoup de travaux quand même pour être tout nickel de partout. Voilà. Et pour les innovateurs, si vous n'avez pas trouvé le lien, donc c'est comme ça, je vous mets le lien aussi. Parce que pareil, on a ouais, Peertube carrément pour les vidéos. Euh, et sur les innovateurs, donc c'est là où je vous disais les articles écrits avec des journalistes, on a ce qui s'appelle des guides pratiques que vous pouvez aussi utiliser lors de vos ateliers si vous le souhaitez, où on a par exemple des guides qui font un peu écho avec Unlock My Data. Par exemple, si vous avez des personnes qui ont commencé à utiliser l'IA de manière assez simple, là, vous avez tout un guide sur comment bien paramétrer vos comptes, pardon, pour bien paramétrer les IA. Donc là, c'est sur la partie, bon, là, c'est sur supprimer son compte, mais il y a la rubrique, voilà, comment limiter la collecte de données. Donc ça, c'est assez intéressant à prendre en compte pour faire écho avec Unlock My Data. Donc de dire que, par exemple, on veut désactiver l'entraînement des IA à travers nos conversations. Donc ça, je vous mets le lien sur celui-là si ça vous intéresse. Mais ça peut être un atelier intéressant si vous avez des personnes qui commencent à utiliser pas mal l'IA sans avoir ces notions-là, enfin ces problématiques qu'il y a. Même sans compte, il collecte de la donnée et il y a de l'entraînement, donc il faut paramétrer son compte. Et ça, c'est typiquement un guide qui a été écrit par Charlotte. Et vous pourrez aussi voir d'autres guides. Alors, ils n'ont pas tous le même niveau de difficulté, je vous l'accorde, il faut un peu regarder dedans, mais il y en a d'autres qui sont en train d'être rédigés. Trop génial, c'est hyper intéressant. Et il y a plein de ressources qui peuvent vachement aider dans le cadre d'ateliers. Il y a une petite question technique sur ton extension où se posait la question de pourquoi est-ce que, par exemple, sur les innovateurs, on est à C? Oui, on est resté parce que on a fait pas mal de refontes. Mais on reste un média et un média, il y a quand même des images et donc c'est un peu lourd, je vous l'accorde. Après, la note de C, c'est uniquement sur l'éco-index, sur l'impact, pas sur les données personnelles. Sur les données personnelles, si vous voyez en bas, il y a rien d'autre. Là, c'est vraiment sur ça. On n'a pas de fuite de données vu qu'on n'a pas de création de compte. Mais voilà. Et les donateurs, c'est sur une autre plateforme. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est sur une autre plateforme de dons. Et, Trop bien. ici, c'est J'aime l'info, c'est un truc dédié de la presse, puisqu'on est un organisme de presse reconnu par le ministère de la Culture, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Nos écrits sont vraiment vérifiés avec des sources en fin d'article, voilà, tout respecte les règles. Mais vu que c'est un média, c'est assez lourd. Et sur le critère d'éco-index, en gros, l'idée, c'est de se comparer. Si je vais sur Le Monde, typiquement, voilà. Ça, c'est des scores de médias, du E. Mais c'est encore un autre débat sur la partie environnementale. Trop bien. Merci. Il y a un témoignage, le fait que vous proposiez des fiches d'accompagnement et des guides pratiques permet qu'on ait tout le nécessaire en matière d'outils opérationnels. On ne se rend pas compte à quel point le collectif du secteur de la médiation numérique a durement travaillé pour tout cela. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez mis en place. C'est hyper précieux.
Il est 56. On va avoir encore quelques petites minutes avec Charlotte et Jérémy pour répondre à vos dernières questions. Et si vous n'en avez pas, vous retrouverez le replay, le support sur les bases avec, le reste. Et Jérémy, si tu pouvais mettre ton adresse email, si c'est pas trop une fuite de données, dans le chat, ce serait trop bien. Et est-ce que tu pourrais donner aussi le nom de l'extension que tu utilises, s'il te plaît? Ce serait trop chouette. C'est fait pour le lien. J'ai vu que quelqu'un avait mis le lien pour Firefox. Euh, Ou le nom déjà, c'est déjà, ouais, c'était déjà bien, ouais. EcoSurf Analyzer, c'était bon. Trop Et chouette. voilà. De mémoire, j'avais écrit quelque chose sur les bases numériques, peut-être que vous connaissez aussi. Ouais, c'était vraiment, enfin, ouais, si vous voulez le lien ou qui référencie les deux liens, comme ça, voilà, c'est sur les bases numériques. Pareil, on a des Génial. ressources sur les bases numériques, mais qui font écho aux deux plateformes. Donc, voilà. Si vous êtes dessus et que vous voulez ajouter, enfin, vous avez pris l'habitude d'ajouter des ressources, vous pouvez le faire aussi à travers les bases. Top. C'est justement là où va se retrouver ce replay, donc c'est nickel, ça fait le lien. Très bien. Génial. Eh ben, il est 57. On va profiter des dernières minutes pour vous remercier énormément pour ce webinaire. C'était hyper intéressant, hyper riche. Ça donne plein de matière à faire plein de choses et à partager cette plateforme à tout le monde. Merci à tous les participants et toutes vos contributions, vos questions. Et puis, si vous avez des questions encore après, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra faire le lien avec Jérémy si vous n'avez pas récupéré son adresse mail. Et voilà. Et puis, on reste de toute façon en contact. N'hésitez pas à suivre les innovateurs sur toutes leurs actualités. Merci à tous et à très bientôt. Et merci encore, Jérémy et Charlotte, pour votre présence et tout ce contenu. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Très bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée.